Bonjour à tous, QG Qualité, c'est le podcast où les professionnels de la qualité logicielle nous racontent leurs histoires, leurs expériences et leurs parcours. Je m'appelle Romuald Lenormand, je suis votre hôte pour ce nouveau numéro. Si vous êtes expert, débutant ou simplement curieux, l'objectif est de vous partager tous les aspects des métiers de la qualité. Cet épisode vous plaît? Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous pour nous aider à grandir. Une POEI, ça va être en fait un échange entre trois parties. Oui. Tu vas avoir Pôle emploi, tu vas avoir un employeur et tu vas avoir l'étudiant. Le principe de la POEI, c'est de proposer à des entreprises qui ont un besoin sur des métiers spécifiques, des candidats, mais des candidats qui vont être formés exprès pour ce besoin-là. Les testeurs sont de bons communicants, mais ils ont du mal à communiquer sur leur métier vis-à-vis du grand public. Oui. L'idée du podcast, c'était un petit peu ça, démocratiser et vulgariser les métiers de la qualité, D'accord. d'une part, et d'autre part, parce qu'il y avait une espèce de condescendance par rapport aux personnes qui étaient dans la tech. D'accord. C'est-à-dire que le test, c'était vu, et aujourd'hui, c'est en train de changer. Mais très longtemps, ça a été vu comme étant bête et méchant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de QG Qualité. Notre objectif est simple, faire connaître et promouvoir les métiers de la qualité logicielle. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Nankeda Touré-Chauvin, QA Lead chez Sogeti. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, son visage vous dira peut-être quelque chose, car elle est surtout connue pour être la créatrice du podcast Calisti. Nankeda, bienvenue. Merci. Alors, nous avons 2 points en commun. Le premier, c'est la reconversion professionnelle. Et le second, ce sont les podcasts. Mais avant d'aller plus loin sur les 2 sujets, Nankeda, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Romuald. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir. Pour la petite présentation, donc comme tu viens de le dire, QA Lead actuellement chez Sogeti, et j'ai effectué ma reconversion il y a 4 ans et demi maintenant. D'accord. Donc on aura l'occasion d'approfondir un petit peu tout ça sur le parcours. Absolument. Et effectivement, à côté de ça, je tiens un podcast sur la qualité logicielle parce que, pareil, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es QA Lead. Par rapport au poste de test manager, il y a des petites différences, parfois un peu subtiles. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Un QA Lead, ça va être un petit peu le chef d'orchestre d'une équipe de test, mais il va mettre les mains dans le cambouis avec son équipe. D'accord. Donc, faire en sorte que la stratégie de test qui est décidée avec les différentes parties prenantes soit correctement appliquée. Mhm. Il va tester, il va exécuter ses tests. Tout ce qui est échange justement avec les parties prenantes, le reporting, faire en sorte de rassurer le client, cette partie un petit peu communication. Oui. Alors, la communication, c'est quelque chose, je pense, dans tous les métiers qui est importante, mais pour un test lead, c'est très, très, très important parce qu'il va falloir échanger avec les personnes de son équipe, également avec les développeurs, également avec le client, également avec la MOA. Et donc voilà, c'est une grosse partie du travail de QA Lead. D'accord. Et donc, comme tu disais, il met un peu plus les mains dans le cambouis. Il sera plus opérationnel, alors que le manager, lui, il sera davantage sur la gestion des équipes. Tout à fait. C'est ça. Okay. Comme je le disais en introduction, on va aborder 2 sujets. Et on va commencer donc par le premier, qui est la reconversion. Moi-même, j'ai effectué une reconversion il y a 6 ans de cela. C'était dans le développement informatique. Et aujourd'hui, je suis parti dans la qualité. Et je suis très content, ça me passionne. Je te propose à toi de faire un flashback temporel. Il faut se remettre à l'époque où tu envisages de te reconvertir. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors, tu me ramènes à un moment où j'étais un petit peu perdue dans ma vie professionnelle. Donc, je pense qu'il y aura certaines personnes qui connaîtront l'histoire. Je vais te la raconter, je sais que tu sais une petite partie. Oui. J'ai effectué un master en management d'hôtellerie et de restauration. D'accord. Il faut savoir que ma licence et mon master, je les ai effectués en alternance. Et à côté de ça, je faisais des extras à gauche, à droite. Donc en fait, le monde de l'hôtellerie-restauration, je le connaissais plutôt bien. Oui. J'ai travaillé dedans pendant 5 années. Un domaine qui est quand même difficile au niveau des horaires, notamment. Exactement. Domaine difficile, très demandant physiquement, mine de rien. Alors, effectivement, quand on continue jusqu'au master, c'est pour derrière gérer un établissement ou autre.
mais il faut quand même avoir le feu, quoi, la passion du métier, parce que ça demande énormément d'énergie. Donc, à l'origine, je m'étais orientée là-dedans parce que j'adore manger, comme beaucoup de personnes. Et Je te confirme. je voulais devenir pâtissière. Donc, bon. D'accord. Après ces 5 années passées dans ce secteur, je me suis rendu compte que, bon, peut-être que j'allais pas pouvoir faire ça pendant encore 40 ans. Ouais. Donc, la question s'est posée de ce que j'allais faire ensuite, étant donné que je venais de passer 5 années à me former sur un secteur donné. Mais bon, j'étais encore jeune à Oui, cette époque. c'est vrai. Et, Tu l'es toujours. Merci. Et donc, je me suis posée, je me suis dit, OK, aujourd'hui, quelles sont mes options? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je suis en capacité de faire? Où est-ce que je peux aller? En parallèle de mes études, donc, je tenais un blog. Donc, on était déjà dans un petit peu de création de contenu. Oui, tout à fait. Donc, je tenais un blog notamment sur des restaurants. D'accord. Et pour que ce blog ait un petit peu plus de visibilité, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était SEO. Mhm. SEO, SIA. Et c'est comme ça que j'ai découvert le marketing digital. Ok. Donc, première étape, en fait. Exactement. Là, c'est, tu t'introduis un peu au monde de l'IT C'est en ça. passant par ton blog. Tout Ok. à fait. Donc, en creusant un petit peu, Ouais. je commence à découvrir certains métiers qui sont liés donc au marketing digital. Ok, bon. Là, j'entreprends de faire un deuxième master. D'accord. Je cherche une école, je finis par trouver une école, je postule, je suis prise, et il faut savoir que je pouvais rentrer directement en M2. Ah oui, Donc, bien. super, mais il me fallait trouver une alternance en face. D'accord. Je n'ai pas trouvé d'alternance, Aïe, aïe, donc aïe. je n'ai pas pu faire mon année. Donc, le plan est tombé à l'eau complètement, D'accord. mais entre-temps, j'ai postulé à gauche à droite dans des entreprises et je suis tombée sur une start-up qui m'a embauchée pour être créatrice de contenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle a fermé, mais c'était une start-up qui était un peu un Uber Eats pour entreprises. Donc, mise D'accord. en relation entre des traiteurs et des entreprises. Donc, pour moi, c'était parfait. Oui, J'avais la casquette création de contenu et en même temps, tout ce que j'avais appris bien sûr. auparavant allait Sur me la servir. restauration, etc. Ouais, tout à fait. Exactement. Ok. C'était super. Très belle expérience. Et là, étant donné que j'étais dans une start-up et que c'était une start-up de la tech, j'ai été amenée à échanger avec pas mal de personnes qui bossaient là-dedans, donc c'est-à-dire des développeurs, des product managers, etc. Et là, tu commences à, du coup, avoir une vision beaucoup plus Exactement. précise de ce qu'est le métier de la tech, quoi. Exactement. Donc, du temps passe, le Covid arrive, la start-up était obligée de fermer, parce que du coup, start-up, Ouais. voilà. Licenciement économique. Ok, donc là, je me retrouve dans la même position que dans laquelle j'étais un an auparavant. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Mais étant donné que j'avais échangé avec toutes ces personnes, que j'avais vu en fait tout ce qu'il était possible de faire, de construire, il y a un des développeurs qui m'avait parlé du wagon. Le wagon qui est un bootcamp Oui. pour apprendre à coder notamment en Ruby. D'accord. Je fais mes recherches sur le wagon, super, je postule, je suis prise. On avait une session préparatoire avant d'intégrer le bootcamp réellement. Je fais la session préparatoire. Le code, c'est difficile. Oui, je confirme. Et puis j'ai commencé. Ça s'est très bien passé. C'était une belle expérience qui m'a donné vraiment les bases pour mon métier d'aujourd'hui. Ça a duré combien de temps, Ça a le wagon? duré 2 mois et demi. Ouais, c'est en accéléré. Hein. Oui. Donc le wagon, c'est vraiment, t'es plongé dans le concret, t'apprends à coder en faisant. C'est bien ça le principe. Hein. Exactement. Tous les jours, du lundi au vendredi, tu as 2-3 heures de cours. Et à partir de 11 heures jusqu'à la fin de journée, en fait, tu es sur des exercices pour faire en sorte de remplir ton GitHub. Voilà. D'accord. C'est vraiment du pratico-pratique. Et, Alors, et tu as dû faire une app ou un site, quelque chose comme ça? On a du eu coup plusieurs Ouais. sites, oui, on a eu plusieurs sites à faire, toujours orientés forcément avec autour des exercices qui étaient vus, en fait. Ouais. Donc non, vraiment, c'était très bien. Maintenant, quand j'ai terminé le wagon, honnêtement, je n'avais pas le niveau. Personnellement, je faisais partie un peu du ventre mou. Il y avait des personnes qui étaient vraiment, qui allaient très loin, qui allaient très vite. Ce n'était pas du tout mon cas. D'accord. Encore une fois, je me suis demandé quelles sont mes options, vers quoi est-ce que je peux aller. Je suis arrivée dans le test avec Fitech. Pourquoi Fitech? Parce que mon conseiller Pôle emploi m'avait parlé de Fitech. Donc, j'ai postulé chez eux. Ça s'est bien passé. Ils m'ont prise. Et 3 mois plus tard, après ma formation, j'ai commencé à travailler. Génial. On va y revenir. Je crois savoir que ton employeur, Sogeti, est très impliqué dans le sujet de la reconversion. Tout à fait. Il propose des POEI.
Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce dispositif? Est-ce que Mhm. c'est un dispositif similaire que tu as fait? Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai fait. D'accord. Alors, une POEI, ça va être en fait un échange entre trois parties. Oui. Tu vas avoir Pôle emploi, tu vas avoir un employeur et tu vas avoir l'étudiant. Le principe de la POEI, c'est de proposer à des entreprises qui ont un besoin sur des métiers spécifiques des candidats, mais des candidats qui vont être formés exprès pour ce besoin-là. C'est ça. C'est vraiment un truc à la carte, quoi, hein. Exactement. Pour les métiers qui sont en tension, les différents centres de formation Oui. qu'on connaît, donc là j'ai parlé de FITEC, mais il y en a d'autres, ils vont faire en sorte de mettre en place ces sessions de formation-là, Mhm. où on aura, alors plutôt qu'une reconversion, un reskilling, parce qu'on va se servir des compétences qu'ont déjà les personnes, qu'elles ont eues dans leurs expériences précédentes, leur faire apprendre de nouveaux outils D'accord. spécifiques à ces métiers-là. En théorie, quand on intègre la POI, c'est qu'on a déjà un lien, un contact avec une entreprise et on a déjà une promesse d'embauche. Ce qui était ton cas, du coup. Ce qui était mon cas du coup. Souvent, je reçois des questions, j'ai du mal à trouver une entreprise pour ma POI, c'est un peu compliqué. Certaines écoles vont effectivement aider, vont avoir des batchs où on sait qu'elles vont recruter et dans ce cas-là, elles seront en contact avec les centres de formation. Mais dans d'autres cas, effectivement, ça va être à l'apprenant de trouver lui-même son entreprise. Donc, Oui. postuler de la même manière qu'on postule pour N'importe un quel poste. job, Exactement. ouais. On signe une promesse d'embauche, donc l'entreprise choisit de faire confiance à la personne, mais derrière, elle a la garantie qu'elle va être formée pour ce poste-là, pour ce métier-là, qui des fois représente moins de risques que prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas Oui, du tout, quoi. absolument. Ouais. Et toi, surtout, tu arrives Mm. avec tout ton background du wagon, où tu as quand même découvert vraiment le développement logiciel sur du web avec Tout Ruby. à fait. Donc, tu connais un peu la chanson, quoi. Tu sais beaucoup, beaucoup de choses. Et parfois, il y a des gens qui arrivent en POEI qui Oui. débarquent vraiment d'un autre métier, qui n'ont pas forcément fait ce genre de formation au préalable. Mhm. Est-ce que ça t'a aidé, ça? Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la la rapidité de compréhension de ce qu'on nous apprend quand on est en train d'apprendre les métiers du test. Mhm. Le fait de savoir déjà comment fonctionne en fait, l'informatique, tout simplement. Oui. Là-dessus, je sais que c'était d'une grande aide. Ouais. D'accord. Donc tu te renseignes pas vraiment sur les autres métiers au moment où tu Si, décides à partir en POEI? si. Mais alors, monter encore plus en compétences en dev, oui, mais le dev, c'est vraiment parce que je préfère. Ok, Honnêtement. Donc, j'ai assez vite abandonné ça. d'accord. La partie produit m'a Oui. beaucoup intéressée aussi. Mais ça a fini par être le test parce que, bon, à ce moment-là, c'était très bien. J'avais été pris chez Fitech, donc bon, j'ai continué là-dedans. Maintenant, on n'est pas à l'abri que dans, je sais pas, peut-être 5 ans, je bascule encore vers autre chose. Oui, et c'est vrai qu'une fois que tu es dedans, dans le milieu, il peut y avoir, oui, des changements de poste, hein, Tout à fait. parce que c'est pas aussi éloigné qu'on peut le croire. Et une fois que ton parcours, tu l'as décidé, tu pars chez Fitech, Oui. donc à Nanterre, pas loin en région parisienne. Comment ça se passe quand tu arrives le premier jour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te donne comme cursus de formation? Explique-nous un peu tout ça. Le cursus, on le connaissait déjà plus ou moins, donc il n'y a pas Ouais. tellement eu de surprise. Hein. D'accord. On savait qu'on démarrait pour apprendre la méthodologie de test. Mhm. Qu'est-ce que c'est une méthodologie? Comment est-ce que tu mets en place une stratégie de test dans une entreprise? Puis après, on est formé sur différents outils, en fait. Ouais. Je me souviens plus précisément tous les outils qu'on avait, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'en avoir vu beaucoup. Je pense que tu en as vu beaucoup. Mais- Oui, souvent on passe d'un outil à l'autre, ça Oui. va très vite. Oui, ça va assez vite. Et donc c'est 3-4 mois? C'est ça, C'est ça? 3-4 mois. Et à l'issue desquels tu vas passer une certification? Exactement. Alors, tu passes 2 certifications, en tout cas D'accord. dans le cadre de Fitech. Ok. Une en PSPO, donc Product Ouais. Owner, et Ok. l'ISTQB Fondation. D'accord. L'ISTQB est génial. Et donc tu l'obtiens? Oui. D'accord. Bravo. C'est pas forcément évident. Et comment ça se passe, la formation pour toi? Est-ce que tu trouves ça facile, difficile? Alors, j'ai trouvé relativement facile, Ouais. mais encore une fois, je pense que c'était en raison de ce que j'avais fait juste avant. Maintenant, honnêtement, tout dépend réellement du formateur. D'accord. On avait des formateurs, la majorité d'entre eux, hein,
qui était vraiment très bien, D'accord. très pédagogue, qui prenait le temps de revenir sur des sujets s'ils n'étaient pas compris, et ça, c'était vraiment génial. Et puis, on avait des formateurs qui allaient un petit peu vite, qui ne prenaient pas forcément le temps de s'arrêter sur les questions qu'ils avaient parce qu'il fallait avancer. Donc, ils avaient d'autres contraintes. Mhm. Et c'est vrai que quand on en parlait avec d'autres étudiants, ces formateurs-là qui ne prenaient pas le temps de s'arrêter, tout de suite, ils perdaient tout le monde, quoi. Oui, C'est un métier à part entière d'avoir de la pédagogie, oui, oui, d'enseigner à je confirme. quelqu'un. Mais dans l'ensemble, pour en revenir à ta question, je l'ai trouvé, oui, relativement facile. Donc concrètement, tu as eu des cours sur des méthodologies de test. Tout à fait. Tu as eu aussi des cours sur des outils. Mhm. Donc des outils de test automatisés, par exemple, des Mhm. choses comme ça. Oui, on a eu une grosse partie de fonctionnel, et puis Oui, l'automatisation, on l'a vu un petit peu sur la fin. oui, Alors, en mémoire, on avait eu Appium, on avait eu d'accord. Talon, ça dépend comment on le dit. Oui, 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 on a vu un petit peu tout le spectre ouais, pour un testeur junior. c'est ça. Donc Mm. test web, test mobile. Oui. Ok, super. Tes camarades, comment ils se sentaient? Tu m'as parlé du wagon où il y avait Mhm. un ventre mou. Là, j'ai l'impression que c'était un peu facile Mhm. pendant cette formation test. Et tes collègues, comment ça se passait pour eux? C'était facile pour tout le monde ou Il y avait c'était... de tout. Il y avait D'accord. vraiment de tout, pour le coup. Le niveau global, dans son ensemble, il y avait beaucoup de... Enfin, on se tirait un petit peu les uns vers les autres, Ouais, les uns et les autres vers le haut. Pourquoi? Parce que tu es sur une période de formation qui est courte, oui. et tu as un objectif, en fait, c'est de réussir à faire ta reconversion pour pouvoir retrouver un autre métier derrière. Voilà. Parce que L'enjeu est très important. l'enjeu est Oui, assez important, parce que là, on ne parle pas d'étudiants, on parle de personnes qui sont déjà dans la vie active et tout à qui ont fait. d'autres contraintes. Donc, en fait, partant de ce principe-là, tu vas faire en sorte que, oui, ça avance, que ça fonctionne, ça va te donner un petit peu, quoi. Donc tout le monde s'entraide, hein, si Oui, j'ai bien oui, compris. vraiment. Et tout le monde est allé jusqu'au bout. Vous étiez combien? On était une quinzaine. Ouais. Oui. Il y en a Oui. pas qui ont abandonné, qui ont baissé les bras? Alors, il y en a qui ont abandonné, mais alors très peu, hein, un ou Ouais. deux, mais parce qu'en face, ils n'avaient pas d'entreprise. Ah, Mm. mince. Oui, ça peut arriver malheureusement. Et sur l'engagement, l'investissement personnel que ça demande, je trouve parfois que c'est assez compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis moi-même formateur Mhm. dans des POE Oui, et, euh, et parfois je trouve qu'il y a des gens, je ne sais pas trop ce qu'ils font là. Malheureusement, oui. ils sont là un peu par dépit et c'est compliqué de leur enseigner quoi que ce soit parce qu'on Mhm. sent que ça les intéresse pas trop. Est-ce que tu avais ce genre de personnes avec toi ou ça allait? Honnêtement, j'avoue que je n'y ai pas trop prêté attention. D'accord. La spécificité de notre batch, c'est qu'on était forcément à distance. Oui, On sortait du confinement. oui. Donc, Ah oui, on se voyait à distance, quoi. Donc, c'était particulier quand même en oui, plus, ouais. oui, OK. oui. On avait la possibilité d'aller sur site, Mmh. mais forcément, tout le monde préférait rester chez soi. En plus, vu les conditions sanitaires, bon, Oui, voilà, on ouais, voulait c'était pas compliqué. trop, pas trop prendre de risques. Les seuls moments où je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être pas très impliquées, c'est quand on avait le prof qui posait une question et on voit qu'il y avait deux, trois personnes qui ne répondaient jamais, ou quand on les appelait, qui ne répondaient pas ou autre. Étant donné qu'on est obligé de travailler en groupe, on a des travaux de groupe à faire, tu te retrouves dans un groupe de 3 ou de 4 personnes, bah, a priori, bon, t'as pas d'autre choix que de bosser, quoi. Oui, oui, tout à Mmh, fait. mmh. Je trouve ça un peu dommage, que parfois au niveau casting, Mmh. ce soit un peu compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même derrière, il y a du financement Tout public, à quoi. fait. Mmh. Donc c'est quand même, l'argent du contribuable, hein, Mmh. derrière, qui permet de faire ce genre de projet de reconversion professionnelle. Mmh mh. Et c'est pour ça que, ouais, je comprends pas comment, des fois les organismes qui gèrent tout ça, ont sélectionné, des profils qui ne correspondent pas du tout à ces formations. Quels ont été, les plus grands défis, pour toi, pendant que tu as fait cette formation? Est-ce que ça a été, je sais pas, par exemple, les méthodologies? Est-ce que ça a été l'ISTQB ou l'automatisation? Tu parles d'ISTQB, ça D'accord, tombe bien. Pour le coup, si, aujourd'hui, c'est à ça que je pense, d'accord, clairement. ouais. Pourquoi? Parce que, bon, je pense que tous les testeurs qui l'ont passé, le savent. La manière dont les questions sont posées dans l'ISTQB, ça va pas du tout. J'aurais peut-être dû le dire à Olivier Deneau, mais
Oui, C'est, que tu as eu sur ton podcast. Hein. que j'ai eu sur Oui. mon podcast. C'est très. La question en elle-même n'est pas compliquée, Oui. mais la manière dont elle est posée, pour la comprendre, tu te dis, mais ça n'a ni queue ni tête. Des fois, Donc, je confirme. donc c'est très parti. Et en fait, c'est après coup, quand tu reviens sur les questions, une fois que tu bosses réellement dans le secteur, quand tu reviens sur les questions, là, oui, effectivement, ça te saute aux yeux, ça te paraît évident, mais en fait, quand tu démarres, tu n'y connais rien du tout. Non. Ouais. Ouais, ça, pour le coup, ça a été un défi. Et d'un candidat à un autre, en plus, il n'a pas les mêmes questions que toi. Donc, Oui. parfois, il va y avoir des séries qui seront plus simples pour certaines personnes Mhm. et plus difficiles pour d'autres. Tout à fait. Je suis moi-même passé par la reconversion professionnelle dans le développement, comme Mhm. je te disais tout à l'heure. J'ai eu, moi, des gros moments de doute. Hein. Je ne Ah sais ouais? pas si, quand tu faisais le wagon, ça t'a traversé un peu l'esprit. Il y a eu des moments où je me suis dit, j'y arriverai jamais. Oui. Parce que c'était quand même compliqué, en si peu de temps, Mhm. d'emmagasiner et d'être à l'aise sur autant de compétences, de nouvelles compétences, de connaissances. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil sur des personnes qui traversent ce genre de doute pour une formation de testeur? Je sais que ça arrive, j'en croise quand je donne des formations, des personnes qui baissent un peu les bras, qui pensent qu'ils vont jamais y arriver. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je vais donner un conseil qui fonctionne pour moi, Oui, mais je sais que ça fonctionne pour d'autres personnes à qui j'ai donné ce conseil. C'est garder l'objectif en tête et y aller petit à petit. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, on a un objectif final en tête, mais avant d'y arriver, il va falloir y aller étape par étape. oui, Le problème, c'est qu'effectivement, quand on est dans le cadre d'une reconversion, on a un enjeu, mine de rien, qui est assez important. C'est notre vie, en fait, qui en dépend, oui et non, parce qu'on peut toujours relativiser. Mais bon, le fait de se dire, là, aujourd'hui, je vais jusqu'à la fin de la journée, j'apprends quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je vais jusqu'à la fin de la journée. Et demain, je recommence. En fait, d'y aller comme ça, étape par étape, mine de rien, on progresse. oui. Enfin, on s'en rend compte, mais ça finit par s'imprimer réellement. Donc, ça, ce serait le premier conseil. Oui, garder l'objectif final en tête. Parce Oui. que on a une vision de là où on a envie d'aller. Et si on oublie ça, en fait, bah, on n'a plus de raison de continuer à faire des efforts au quotidien. Tout à fait. Et Mm. pour compléter ce que tu dis, j'ajouterais que c'est compliqué parce que, comme tu disais, les enjeux sont élevés, Mm. mais il ne faut pas se fixer des objectifs inatteignables. Tout à fait. La méthode des petits pas, comme on pourrait l'appeler, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'y aller de cette manière-là que de se dire, en 2 jours, j'ai vu Appium, au bout des 2 jours, je maîtrise Appium. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Jamais, jamais. Génial. On parlait du coup de reconversion. Dans certaines situations, ça peut aller très vite. Ça a été ton cas, ça a été mon cas. Donc en 3 mois, on te balance des outils, l'un à la suite de l'autre, parfois sur des langages différents, parfois sur des technos différentes. Comment as-tu géré ce passage d'un outil à l'autre pendant ta formation? Je me suis adaptée. Ouais, d'accord. Comme tout le monde. Honnêtement, ce qui est génial, c'est que en tant qu'être humain, en fait, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. On est très fort Oui, à ça. ok. Donc en fait, tu t'adaptes parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il faut avancer, parce qu'il y a des choses à apprendre. Et en fait, je pense que au bout d'un moment, c'est pas sorcier. Une fois que tu as passé 1 heure à essayer de comprendre comment ça fonctionne, tu as des automatismes qui commencent à revenir. Et d'un outil à l'autre, tu te repères assez facilement. Oui, et au final, à la toute fin, tous les outils font à peu près la même chose. Mhm. Parfois, c'est des langages différents, Oui. mais au final, le fonctionnement en interne, c'est à peu près pareil, Mhm, effectivement. De bons conseils, tout ça pour les actuels ou futurs testeurs. Et il y a un truc super important dans ce genre de situation. Ce qu'on a appris peut nous servir dans un autre contexte. mhm. Et toi, ce que tu as appris lors de ton master en hôtellerie-restauration, pendant que tu as travaillé dans ce milieu, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris de ton passé qui t'aident aujourd'hui dans ton présent? 2 choses. La gestion d'équipe. Oui, Ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire. Bon, j'étais encore apprentie à l'époque, donc, d'accord. mais mine de rien, j'ai quand même appris énormément de choses dans le cadre de mon master là-dessus. Et c'est très cadré, hein, Oui. l'hôtellerie-restauration en plus, donc Oui, oui, oui. tu as des bonnes bases, je Oui, pense. clairement. La gestion d'équipe et puis en fait, faire le travail avec ton équipe, quoi, D'accord. clairement. Et la communication. Oui.
la communication, être un bon communicant, parce que tu vas avoir des tas de profils différents en face de toi et tu ne peux pas t'adresser à A comme tu t'adresses à B. Il faut Oui, s'adapter à la personnalité de chacun. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé de l'hôtellerie-restauration vers le test. tout à Donc, fait. savoir bien communiquer sur ce qui est en train d'être fait, sur le travail qui est en train d'être fait, pour que ce soit bien compris par tout le monde et qu'on sache qu'on va dans cette direction ensemble, c'est très, très, très important. Bon, c'était déjà des bonnes choses que tu avais dans ta boîte à outils perso, quoi. Mm. Et quand tu as terminé ta formation, donc tu as décroché ton premier job. Mm. Comment ça s'est passé au départ? Raconte-nous les premiers jours. Les premiers jours, j'étais complètement perdue. D'accord? Complètement perdue et j'avais le sentiment, je ne sais pas si ça a été ton cas aussi, que je ne savais rien. Le syndrome Le de syndrome de l'imposteur. l'imposteur, je ne savais Bienvenue au club. rien du tout. Mais c'est impressionnant, Oui, hein, oui, oui. parce que je me suis dit: «Attends, là, en 3 mois, OK, supposons j'ai appris un nouveau métier, mais il va falloir que j'aille devant des gens qui font ça depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui maîtrisent leur industrie, qui maîtrisent toutes les techniques et Ouais. moi, j'arrive là, je connais, à peine, 2-3 trucs et il va falloir que, je mette en place cette stratégie de test. C'est un peu compliqué là». Donc oui, les premiers jours, j'étais un petit peu perdue, mais le gros point positif que j'ai eu, c'est que à l'époque, mon test lead et mon test manager étaient géniaux. Donc je Ouais. suis encore en contact avec mon test manager aujourd'hui, enfin, mon ancien test manager aujourd'hui et il m'a énormément aidé à monter en compétences Oui, oui. et puis le syndrome de l'imposteur a fini par se Ouais. tasser un petit peu. Il n'a pas disparu, mais il s'est tassé un petit peu. Mmh mh. Personnellement, je l'ai vécu, hein, Ouais. ce que tu racontes. Et effectivement, quand on se reconvertit dans un métier qui n'a rien à voir avec ce qu'on a exercé auparavant, et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, Mmh. ça traverse un peu tous les gens qui se sont reconvertis. Aujourd'hui, donc, ça fait 4 ans maintenant que Oui. tu es dans la qualité logicielle. Au départ, tu es rentré à quel poste? Test analyste, Ouais, QA, c'est classique. ça. Ouais. Et maintenant, tu es QA lead. Comment ça s'est passé? C'est vite arrivé cette promotion? Oui, alors c'est vite arrivé parce que justement mon test lead de l'époque, partait D'accord. et dans l'équipe, du coup, bah, ils m'ont proposé, directement, compte tenu du travail que j'avais effectué pendant, l'année qui était passée. Ce qui a motivé cette proposition, c'était mon implication en fait. Les efforts que je faisais où on voyait que, ah, effectivement, elle est toute jeune, elle démarre à peine, mais on voit qu'elle a envie d'apprendre et de continuer à apprendre. Comment ça s'est passé? Hem, un petit peu dans la douleur au Ouais. départ. Pourquoi? Parce que de test analyst, tu passes à lead, donc en fait, c'est toi qui es en face du client et c'est toi qui dois justifier de toutes les actions de l'équipe. Ouais. Donc Tu bon, défends un peu ton équipe, oui, et c'est toi oui, oui, l'interlocuteur principal. Ouais. exactement. Sur ce projet-là en question, on avait, une dizaine de projets, sur lesquels on travaillait en parallèle. D'accord. Donc il y avait quand même pas mal de choses à gérer et J'imagine. le temps de comprendre en fait comment fonctionne chaque chef de projet, quand tu n'as pas l'habitude de le faire comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un peu dur. Mais heureusement, ça s'est fait, un petit peu naturellement au fil de l'eau et encore une fois, je reviens à cette partie communication. Une fois que tu as compris comment fonctionnait la personne que tu avais en face de toi, bah, ça va quoi. Bah, génial, Mmh. c'est super. Et Mmh mh. tu as été accompagné aussi par Sogeti Oui. dans ce nouveau poste? Oui, oui, Ouais, bien d'accord. sûr. Parce que alors, mon test manager à l'époque, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, était aussi, chez Sogeti. Manager tout court chez Sogeti, est très proche en fait, en termes de proximité. Si j'ai un besoin, je sais que, je peux la contacter, directement. D'accord. Donc, Ah oui, tu une vois, chance. si j'ai un coup de Mmh. mou ou autre, je sais qu'elle va pouvoir m'aider, là-dessus à me reprendre, me remotiver, un petit peu. Donc oui, dans l'ensemble en tout cas, ça a été un bon accompagnement, Ouais. côté Sogeti, ouais. Et j'ajouterais une petite chose, c'est que à l'inverse de ce syndrome de l'imposteur, étant donné on a le sentiment d'avoir beaucoup à prouver, Oui. on est quand même capable d'avoir une puissance de travail qui est décuplée, Ah bien parce sûr. qu'on a beaucoup à prouver. Et donc, quand tu parles d'implication, je comprends ce que tu Mmh. veux dire, parce que moi-même, j'étais aussi
très bosseur dans mes débuts. Il faut montrer son engagement. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment une différence quand on arrive sur un nouveau job ou dans une nouvelle mission. C'est très important, l'engagement. Bien sûr. Ça se voit. Et c'est cet engagement qui a permis que tu prennes cette promotion, en final. Bravo, c'est super. Quel conseil t'aurais à donner à des candidats à la reconversion professionnelle, des gens qui, actuellement, écoutent ce podcast ou regardent ce podcast et qui se disent ben moi, le métier de testeur, ça me brancherait bien. La première chose, commencer par faire leur recherche. Oui, Pour être sûr de comprendre en fait ce que c'est un testeur, ce que fait un testeur au quotidien, comment ça se passe. Et une fois qu'on est sûr, qu'on est vraiment sûr, ok, j'ai envie d'aller là-dedans, échanger avec des personnes du secteur pour comprendre les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, dès qu'on a une difficulté, la partie mentorat peut être très importante. bien sûr. S'adresser à quelqu'un qui a déjà vécu la même chose, ça aide à débloquer et à passer vraiment à l'étape d'après. Maintenant, comment rester motivé? Après, il y a aussi une question de discipline, hein. Oui, Ça, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer, en tout cas au quotidien. Plus d'accord. on va habituer et notre cerveau et notre corps à faire des efforts sur certains sujets, plus ça va devenir facile. Donc, se discipliner dans l'organisation de son temps, dans l'organisation de son apprentissage, c'est ce qui va faire que par la suite, bah oui, ça deviendra naturel, quoi. D'accord, super. Dans l'épisode qu'on a fait avec Marc H. Chahine, Oui. lui, il suggérait même quelque chose en plus. Il disait, pourquoi pas mettre les candidats à la reconversion carrément en immersion pour voir vraiment ce que fait un testeur au quotidien. Ouais, c'est une bonne idée. Et si vous connaissez des testeurs, moi, je vous encourage à les contacter. Ça peut être sur LinkedIn ou dans votre entourage pour leur demander vraiment qu'est-ce que font ces gens au quotidien pour découvrir vraiment si ça va vous plaire ou pas. Tout à fait. Et donc, second sujet, en parallèle de ton job actuel, tu es également la créatrice de contenu. Tu es à l'origine du podcast Calisti, un peu pionnière sur les podcasts dans la qualité en France. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce podcast? Le manque de contenu. Alors, on a ce petit truc vis-à-vis de la qualité logicielle, c'est Oui. que c'est pas des métiers qui sont connus. Quand je pense que les personnes qui vont suivre ça, quand on leur dit ou quand ils disent à leurs proches qualité logicielle, on a tendance à la regarder un petit peu. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. On dit ok, informatique. D'accord, mais du coup, tu es informaticien, tu es développeur, qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà. Donc, on a un peu ce truc dans la qualité où les testeurs sont de bons communicants, mais ils ont du mal à communiquer sur leur métier vis-à-vis du grand public. Oui, L'idée du podcast, c'était un petit peu ça, démocratiser et vulgariser les métiers de la qualité, d'accord. d'une part, et d'autre part, parce qu'il y avait une espèce de condescendance par rapport aux personnes qui étaient dans la tech. D'accord. C'est-à-dire que le test, c'était vu, et aujourd'hui, c'est en train de changer. Mais très longtemps, ça a été vu comme étant bête et méchant. Ouais. Les testeurs sont là juste pour cliquer sur des boutons. On pourrait très bien s'en passer. Enfin voilà, des choses qu'on peut entendre encore aujourd'hui, hein. Mhm. La deuxième idée derrière ce podcast, c'était non, en fait, vous parlez du test comme ça parce que vous ne connaissez pas réellement le quotidien d'un testeur. Vous ne savez pas tout ce qu'il fait, Effectivement. les différentes activités. Donc, je me suis dit, OK, si on a un endroit, une plateforme qui fait en sorte de faire parler les gens de leur métier, de ce qu'ils font au quotidien, ça va être génial parce qu'il y a juste à consommer du contenu comme on le fait aujourd'hui. Alors, malheureusement, on lit de moins en moins, ou en tout cas, on lit différemment. Oui. Et c'est pas une personne lambda qui va acheter un bouquin sur la qualité. Alors que si on passe par un format vidéo, si on passe par un format audio, un truc un petit peu ludique, bah là, forcément, on aura plus de chances d'attirer des gens pour qu'ils découvrent. Oui. Donc, c'est parti de ça. Ouais, d'accord. Ah si, pardon, j'oublie. La troisième volonté, c'était un petit peu de donner des informations pour les personnes qui cherchaient à faire des reconversions. Oui. Parce ok. que, T'es passé par là. exactement, je suis passée par là. Et à l'époque, je cherchais un moyen de m'informer sur la qualité via le podcast, parce que j'écoute énormément de podcasts.
Il y avait du contenu anglophone, mais contenu francophone, il n'y avait absolument rien. Oui, oui. Et anglophone, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment paradoxal, ouais. On se dit, alors en France, on a quand même un plus petit marché, Oui, mais les Américains ou les Canadiens sont vraiment à fond dans les podcasts. ils sont en avance, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et également sur la qualité, peut-être, dans certains aspects, mais c'est un autre débat. Autre chose. Et donc, tu as lancé ton premier épisode en janvier 2023. Oui. Cette année, tu entames ta 3e saison. C'est bien Bravo pour ça. Comment tu t'y prends pour un épisode c'est quoi le processus créatif Combien de temps ça te prend On veut tout savoir. Tout. Oh là là. Alors, maintenant, le processus est un petit peu plus rapide qu'avant, mais Oui. alors, si je reviens au démarrage, Oui. trouver un sujet. Ensuite, regarder si j'ai un invité potentiel pour D'accord. pouvoir en parler, contacter l'invité, fixer le rendez-vous. Une fois que ça c'est fait, écrire le script de Oui. questions. Selon si l'invité veut le script ou pas, on lui envoie, on valide, on confirme. Faire l'enregistrement. Entre-temps, évidemment, il va falloir faire les recherches sur l'invité. Parce Oui. que, on va pas accueillir quelqu'un comme ça et puis commencer à dire tout et et rien n'importe apprendre Non, de, oui. de lui. Ouais. Voilà, donc ça, c'est pas Oui. possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez chronophage, mine de rien. Oui, tout à fait. Quelque chose que tu vis, du coup. Oui, je confirme. Et donc, une fois qu'on a ça, on fait l'enregistrement. Oui. Ensuite, on bascule à la partie montage. Oui. Le montage, c'est vraiment le pire moment. Vraiment, le pire moment. Alors, du coup, je passe un petit coucou à Eloïa qui va faire le montage de cet épisode. Oui. Tu peux avoir un montage qui est génial et rapide et facile à faire quand Ouais. en face, ton interlocuteur a un très bon micro et que tu as D'accord. juste à nettoyer le son, couper 2-3 bouts et voilà. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas parce que chacun est dans un environnement, par exemple avec d'autres personnes, donc tu vas avoir des bruits Un peu de fond. bruit. Voilà. Ouais. Et selon la qualité du micro que la personne va avoir en face de toi, il y aura beaucoup de choses à nettoyer. Et évidemment, on est dans une discussion, donc ça peut arriver que j'ai un interlocuteur en face de moi qui part sur un sujet qui, en définitive, n'est pas du tout lié à la qualité ou qui ne s'insère pas très bien dans l'épisode en lui-même. D'accord. Et dans ce cas-là, il va falloir couper, etc. Bon, je m'étale un petit peu non, justement mais, sur c'est le montage. intéressant, ouais. Mais donc, le montage, et une fois que le montage est fait, évidemment, toute la partie création pour les réseaux sociaux, donc LinkedIn et TikTok, les plateformes sur lesquelles je suis active. D'accord. Donc, créer la jaquette, voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, ensuite, on programme tout ça, donc la partie descriptive, on programme l'épisode, et ensuite, on communique auprès du réseau, auprès des gens, quoi, pour qu'ils viennent l'écouter. Donc, tout ce processus, au départ, était assez long, était chronophage, ça m'a demandé du temps. Et Oui. on parlait de discipline tout à l'heure. Ça m'a demandé une discipline pendant une année entière, Oui. parce que je m'étais donné comme objectif de sortir un épisode par semaine pendant 1 an. Ce qui est une fréquence assez rapide quand même. Hein. Oui. Alors, T'as mis la barre très haut tout de suite. il faut. Mais alors, pourquoi j'avais décidé de faire ça ? Parce que j'avais recherché des infos sur l'algorithme d'Apple Podcast, qui D'accord. était leader à l'époque. Aujourd'hui, Spotify est en train de rattraper. Mais Apple Podcast va se baser réellement sur la régularité. Plus tu vas sortir effet. d'épisodes, et plus il aura de chances en fait d'être vu par d'autres personnes. Parce qu'ils vont se dire, ok, donc là on a quelqu'un qui sort du contenu. Le contenu est plutôt pas mal. On va essayer de le pousser un petit peu. Donc c'est ce que je m'étais dit. Ok, on s'engage là-dedans. On va voir ce que ça donne. Et effectivement, au bout d'une année, il n'y avait pas de podcast sur la qualité avant, donc forcément, c'est devenu le podcast de référence en qualité logicielle. Et puis, j'ai eu une semaine où j'étais vraiment contente, où il est passé dans le classement Apple Podcast. Il est arrivé en 2e position dans les podcasts tech, juste derrière Underscore. Donc, j'étais génial. ravie, Oui, bien évidemment. j'imagine. Bravo. Bon, entre-temps, on est descendu, on a perdu des places. Et Oui, mais c'est voilà. un mouvement tout ça. Exactement. Génial. Et tu parlais juste avant de l'audio. Mhm. C'est vrai que
parfois c'est compliqué au niveau matériel. Ça peut être aussi la connexion Internet de l'invité Oui, bien sûr. qui est mauvaise. Mm, mm. C'est pas trop compliqué à gérer parfois? T'es pas trop déçu du résultat ou à Non, chaque fois, tu as réussi à quand même améliorer le truc avec tes outils? ça me demandait beaucoup plus de travail parce que déjà, le montage audio, bon, je savais en faire très rapidement, Ouais, mais je maîtrisais beaucoup moins que je maîtrise maintenant. Déçu, non, parce qu'en soi, c'est moi qui ai fait le choix de réaliser les enregistrements à distance. Donc, ça va avec ses avantages et ça va avec ses inconvénients. ouais, Il faut faire avec. tout à fait. Euh, Ça fait partie de tes contraintes, en fait. oui, Ouais. oui, oui. Clairement, c'est comme ça. Et puis, heureusement, l'intelligence artificielle est arrivée Ah, entre-temps. Donc, aujourd'hui, pour nettoyer mon son, je mets d'une IA et ça me fait gagner un temps fou. ah Pour d'accord. retirer les Ça bruits de m'intéresse, hein, fond. on en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Avec plaisir. Je Génial. gagne un temps fou. Tu sais, juste pour préciser que tu n'es pas la seule à avoir des problèmes techniques, comme tu as pu le constater, nous avons, nous, nos problèmes techniques, notamment de batterie d'appareils photo qui chauffent. C'est des appareils photo qui font des vidéos dont on se sert. Ce qui nous est arrivé déjà, c'est une fois de mettre ces fameuses batteries dans un réfrigérateur pour qu'elles baissent en température. Je dirais pas chez qui, mais ceux qui sont un peu malins trouveront. Comment choisis-tu tes invités? C'est une bonne question. Comment est-ce que je l'ai choisi En fonction du sujet que j'ai en tête. D'accord. Alors, ça peut venir soit de LinkedIn. Je vois une publication sur LinkedIn. Ah, ce serait intéressant d'en parler dans le podcast parce que ça bénéficierait aux gens qui écoutent le podcast. Oui. Dans ce cas-là, je contacte la personne directement. Là, je l'ai fait récemment avec Fanny Velsin, qui a sorti le Mac du testeur. D'ailleurs, Ah oui. allez le lire, il est génial. Oui, j'ai vu cette publication et Super. j'ai vu le nombre de réactions dans la communauté. Mm. Extraordinaire, hein. C'est un des posts les plus likés sur le test en France, quoi. J'ai jamais vu ça. Elle a fait un super contenu. Elle y a mis vraiment beaucoup de travail et ça se voit parce que vraiment, il est très, très agréable à lire. Encore une fois, on parlait de pédagogie tout à l'heure, mais très compréhensible et vraiment pour n'importe qui, hein, qu'on soit dans la qualité ou pas dans la qualité. Donc j'ai vu passer son truc, je me suis dit, oh, ça pourrait être intéressant. Donc je l'ai contacté directement et elle a accepté. Et normalement, c'est le prochain épisode qui sortira. Eh ben, j'ai hâte d'écouter. Écoute. Sinon, écoute, alors, au départ, la première année, je me suis concentrée sur des personnes qui étaient plutôt vocales dans la communauté du test. Donc, effectivement, on parlait de Marc Achaïn tout à l'heure. Au niveau de la Paris Test Conf, les personnes qui travaillent à l'organisation de la Paris Test Conf, je les ai contactées aussi. Voilà, des personnes qui sont impliquées dans la communauté du test. Au départ. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à ouvrir un petit peu plus, une fois qu'on avait posé les bases, à des personnes qui, justement, écoutaient le podcast, c'est-à-dire des personnes qui sont en recherche d'informations pour la reconversion ou qui ont entrepris une reconversion. Parler un petit peu de leur expérience. Et ensuite, j'ai élargi encore à ça avec d'autres personnes de la tech pour qu'elles viennent parler de leur métier lié avec la qualité. Oui, voilà. J'ai vu, tu as eu des gens sur le DevOps notamment. Tout à fait. Ouais. C'est intéressant, pour la Paris Test Conf, c'est pas compliqué d'avoir, c'était quoi, 4 invités en même temps? Comment tu as géré au niveau même du montage et surtout l'épisode, il a été long à enregistrer? À enregistrer, à monter? Alors, pour le coup, c'était une première parce que c'est toujours des enregistrements à deux. One to one, hein, normalement. Là, on était 5 autour de la table. C'était pour l'enregistrement, non, parce qu'en soi, tout le monde a été très respectueux. Voilà, respecter le temps de parole de chacun. Forcément, ça a fait 5 pistes qui étaient assez longues. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné les 5 pistes, je les ai fusionnées. Et les moments où ça se coupait, ça se chevauchait, j'ai essayé de les retirer au maximum sans perdre le sens. Et puis après, j'ai fait mon montage habituel. J'ai travaillé sur une piste au lieu de 5. Ok, génial. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, sur le plan personnel, professionnel, de réaliser ce podcast? Étant donné que c'est un objectif que je m'étais fixé, simplement l'accomplissement en fait, d'avoir créé un média, pour le coup, sur un sujet spécifique et qui continue à vivre aujourd'hui. La partie créativité, donc
vois, je parlais du blog tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai tendance à Oui, c'est quelque chose qui te tient à cœur. ouais, Ouais. ouais, ouais, faire des petits trucs dans On mon part pas dans coin. un podcast comme ça. Non. Non, non, pas du Ok. tout. Voilà, c'est vraiment de l'expression personnelle et ça passe par le podcast et c'est très bien, tu vois. Oui. Maintenant, sur la partie professionnelle, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il soit aussi bien reçu et que ça me serve en termes de marque personnelle. Oui. C'est-à-dire que le podcast, aujourd'hui, quand on découvre le podcast, on découvre la personne qu'il y a derrière. On se dit, ah, effectivement, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt professionnel, qui est plutôt impliqué dans son métier, qui est impliqué dans sa communauté. Peut-être que ce serait une bonne candidate pour rejoindre notre entreprise. Je sais qu'il y a des recruteurs qui m'ont contacté et qui m'ont dit ah, c'est génial, j'ai vu que tu avais créé ce podcast-là. Ce serait intéressant que tu nous rejoignes. Et puis bon, après, ils font leur pitch, Oui, oui, oui. habituel. Et c'est des bénéfices induits et c'est normal. Exactement. Donc, Si bon. on mesure l'implication et l'engagement même Mm. à ce genre de contenu, forcément, quoi. Et si tu devais conseiller aux auditeurs, spectateurs de QG Qualité, 1 ou 2 épisodes de Calisti, ça va être très dur comme question. Aussi, Ce seraient lesquels? je peux pas choisir. S'il te plaît, Alors, essaye. Celui avec Bruno Lejar, Oui, j'ai adoré. J'ai adoré le tourner et j'ai adoré l'écouter, le réécouter après coup. Et en fait, ce qu'il dit est tellement intéressant sur l'impact de l'IA parce que c'est un sujet qui est tellement actuel oui, aujourd'hui. Et en fait, dans nos métiers, ça permet de voir, vu que lui était là avant, en fait, il a vraiment vécu cette évolution. Et en plus, comme il a une casquette de chercheur, ça oui. permet d'aller encore plus loin. Donc, celui-là, je le recommanderais. Donc, c'est saison 3, épisode 1, normalement. Tu les connais par cœur, bravo. Non, pas par cœur. Je les connais pas par cœur. Pas tous. Et puis, alors, qu'est-ce que je pourrais recommander Ça peut être qu'un seul, hein, tu sais, il n'y a pas de problème. Ouais, celui-là, déjà, je pense que... Ah, si, un autre. L'épisode avec Shannon Boutaleb. Alors, celui-là, c'est saison 2, épisode de 16 ou 17, quelque D'accord. chose comme ça. Shannon, elle est commerciale. Elle travaillait chez HubSpot. Donc là, Je me vous allez souviens me de cet dire... épisode. Oui. Donc là, vous allez me dire quel rapport avec la qualité. Alors, c'est justement dans ce truc de relier d'autres métiers. Et en fait, j'ai adoré son énergie. C'est quelqu'un Oui. qui est très, très dynamique et qui donne des conseils. Donc voilà, elle a eu un parcours où elle a eu des moments un petit peu difficiles, mais en s'impliquant énormément dans son métier, en fait, elle a réussi à créer des choses. Et à surperformer. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Et en termes de motivation, je pense que c'est un bon épisode à écouter. Je confirme, génial. Comment tu te projettes pour la suite du podcast? Continuer à le faire grandir, vraiment, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent. Donc ça, ce serait super. J'ai un objectif, j'aimerais interviewer... alors, son nom m'échappe à chaque fois que j'essaie de le retrouver. Elle est aux États-Unis, dans la qualité. Elle est connue dans le monde de la qualité. J'aimerais réussir à l'interviewer. Bah, on aura la surprise, j'espère, que tu y arriveras. Donc ce J'espère. serait un épisode en anglais, si j'ai bien compris. Oui. Oui. Et Ok. je pense que je sortirai un épisode, la version originale. Et puis après, je traduirai, enfin, je me débrouillerai. Ouais, Je ferai ouais, quelque ouais. chose. Il y a Ouais, tout ouais. ce qu'il faut. Il y a des outils pour le faire, mais tu peux le faire aussi toi-même. Hein. Mm. La trad, c'est pas un souci. Très bien. Et sur le plan professionnel, comment tu te projettes? Honnêtement, j'ai pas de stratégie. En fonction des opportunités, tout simplement. D'accord. Si je vois un poste qui m'intéresse, que je sais que je peux continuer à progresser et que en termes d'équilibre dans ma vie, ça me va bien à ce moment-là, j'irai vers ça. Vraiment, pas de stratégie très précise Ouais, en d'accord. tête. Ouais. Ok, super. Ça fait quoi de se retrouver de l'autre côté du micro? J'aime bien. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait un super épisode et je te remercie beaucoup, Nankeda, pour tout ça. Avec plaisir. Si tu avais des conseils de lecture, de sites à donner à nos auditeurs, spectateurs, tu en aurais un peu sous la main? Mhm. Alors, dans la qualité ou en dehors de la qualité? Comme tu veux. C'est pas une obligation. Ok.
Alors, dans la qualité, donc je vais citer alors, le Mac du testeur tout à l'heure, dont on a parlé D'accord. tout à l'heure, la taverne du testeur, bien évidemment. Oui. Le podcast de Jean-François Frézy, La Guilde. D'accord. En dehors de ça, je conseillerais à tout le monde, peu importe le sujet, mais vraiment, d'écouter des podcasts. Vraiment, écoutez des podcasts, écoutez QG Qualité, écoutez Quality, écoutez vraiment des podcasts sur tout et n'importe quoi parce que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre des choses de manière complètement passive. Vraiment rien à faire. On clique sur un bouton, on écoute les expériences de vie des gens et en fait, ça te donne des idées pour Oui. tout un tas de trucs. Oui. Donc, Et ça inspire, c'est très... oui. c'est vraiment Oui, super. oui. T'as des podcasts que tu pourrais conseiller, justement Ouais. Alors, ce que j'écoute beaucoup, La Poudre de Lorraine Bastide. Ça a été le podcast qui m'a ouvert au monde du podcast et de temps en temps, j'y D'accord. retourne. Oui. Vieille Branche. Alors, Vieille Branche, c'est un podcast où on a des personnes âgées, justement, qui viennent parler de leur vie. Génial. Ouais, c'est vraiment super bien fait. Donc ça, c'est de nouvelles écoutes. Splash aussi, de nouvelles écoutes, D'accord. qui parlent un petit peu d'économie. Les podcasts de Fab Florent. Alors, il y en a toute une palanquée. Histoire de daron. Ah oui, d'accord. Oui, il y en a vraiment Ah oui, plein. t'en écoutes beaucoup. J'en écoute beaucoup, ouais. T'es une podcast addict. Un petit peu. Génial. Merci. À part sur Calisti, où est-ce qu'on peut te retrouver, Nankeda? Sur LinkedIn, Oui. déjà. Et puis sur TikTok, où pour le coup, je pense que je suis plus active sur TikTok que sur LinkedIn, où je D'accord. poste assez ponctuellement. Voilà, ce sont mes deux plateformes. Eh ben, merci infiniment d'avoir accepté Merci à de toi. venir enregistrer cet épisode ensemble. Je vous encourage tous à aller écouter Calisti. Et Très surtout, important. n'oubliez pas de mettre 5 étoiles parce que ça va vous plaire. Mhm. Écoutez également QG Qualité. Il y a d'autres épisodes à voir si vous êtes arrivé ici et que c'est la première fois que vous nous entendez. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et YouTube. On vous dit à très bientôt. À bientôt.